Je m'appelle Catherine Beauchemin-Plinard. Je fais du judo à temps plein comme athlète et je représente le Canada aux Jeux olympiques des prochains Jeux à Paris 2024. En fait, quand j'étais jeune, j'étais la moins sportive de ma famille. Mon frère faisait du taekwondo, ma soeur faisait du soccer. J'étais aussi la plus jeune, donc ils me battaient un peu à tous les sports. Et je cherchais un sport, en fait, pour m'identifier, pour vraiment faire de quoi dans la vie. Puis mes parents voulaient absolument qu'on fasse un sport quand on était jeune pour être en santé, bouger, dépenser notre énergie. Puis j'étais une fille avec plein d'énergie, un peu tannante. Et finalement, en faisant une lecture sur Nicolas Gill au primaire, il disait qu'il y avait eu la piqûre pour le judo. Donc, j'ai dit à mes parents que je voulais avoir la piqûre pour le judo et ils m'ont inscrit au judo. J'ai commencé le judo au club de judo Saint-Hubert avec un entraîneur qui était super amusant. Puis je pense qu'il m'a fait aimer le judo à cause des jeux qu'on jouait. Il s'appelait Jonathan. J'ai passé mes premières années avec lui. Ensuite, j'ai passé sous les mains de Frédéric Ferréal quand j'ai commencé à avoir de la compétition au niveau national, les provinciales. Et par la suite, ma transition au Centre national s'est faite avec Marie-Hélène Chislom, que je suis vraiment contente d'avoir été avec elle dans mes débuts. Elle m'a montré beaucoup sur mon sol, mon Newaza, mes techniques au sol. Et je pense que c'est à cause d'elle que je suis un peu plus reconnue aujourd'hui pour mes techniques au sol et que je gagne beaucoup de combats de cette façon. Et finalement, j'ai eu Jérémy Lebris durant quelques années avant qu'il passe le flambeau à Sacha Mimidovic, que j'ai eu en fait aux Jeux de Rio et de Tokyo. Et finalement, Antoine a pris le relais après les Jeux de Tokyo. Et c'est en ce moment que je m'entraîne avec Antoine pour les Jeux de Paris 2024. En fait, je suis pas une lève-tôt, mais je me lève à l'entour de 8 heures. Et après ça, j'essaie d'aller en entraînement. Là, j'habite un peu plus loin, à l'extérieur de Montréal. Donc, j'essaie d'aller en entraînement à l'entour de 10 heures. Avec le trafic, des fois, ça me prend 1 heure en auto. Mais oui, fait que ça me prend 1 heure d'auto. Après ça, je fais souvent de la muscu le matin, sinon un cardio. Tout ce qui est un peu conditionnement physique, je le fais le matin. Sinon, l'après-midi, après ça, j'ai de l'école encore. J'ai fait un diplôme d'études supérieures en fiscalité. Donc là, en ce moment, j'ai juste un cours cette session-ci parce qu'on est en préparation pour les Jeux olympiques. Et cet été, là, bien sûr, je vais prendre pas de cours pour être à 100 dans ma préparation. Et l'après-midi, souvent, je fais un peu d'école. Des fois aussi, je vais donner des conférences. J'ai un peu des obligations à l'extérieur du judo, mais encore reliées un peu à mon sport, conférences ou autres, remises de bourses, etc. Et finalement, le soir, tous les soirs, on fait entraînement de judo, combat. Puis le soir, je reviens à la maison, puis mon copain, généralement, il a déjà préparé le souper. C'est clair que l'aspect financier pour les sports amateurs, je dirais que j'aime pas ça dire sport amateur parce que je me considère quand même professionnelle parce qu'on fait quand même ça à temps plein, mais en même temps, on n'est pas payé aussi bien que les sports professionnels. On a des brevets octroyés par Sport Canada, c'est l'argent gouvernemental, mais de toute ma carrière, durant 10 ans et plus que j'ai été justement brevetée, que je recevais de l'argent, on a eu une fois une augmentation. Puis justement, ils commencent à parler de faire une nouvelle augmentation pour l'an prochain. Donc, ça, je suis contente justement qu'ils continuent à avoir des augmentations parce que je veux pas, avec l'inflation, le pouvoir d'achat est beaucoup plus bas avec l'argent qu'on a des brevets. Et c'est clair que les bourses nous aident beaucoup. T'sais, avec le judo, même si on a les brevets, ça, aussi le financement avec Judo Canada, c'est pas tout le monde qui peut être financé pour la compétition. On a un financement limité, puis si tu veux pas, c'est la crème de la crème qui sont financés. Donc, j'en vois beaucoup qu'en plus que le brevet est illimité, ils doivent payer aussi tous leurs voyages, puis les frais de voyagement commencent à coûter cher. Donc, c'est rare que tu vois ça dans les sports professionnels, autant de dépenses et pas assez de revenus pour être capable de tout payer ça. Là. Pour appliquer à des bourses aussi pour Alliance Sport-Études, on reçoit habituellement un courriel qu'on peut appliquer pour être éligible aux bourses Alliance Sport-Études. Puis justement, Alliance Sport-Études, ils m'ont beaucoup aidé au cours de ma carrière pour être capable de concilier le sport et les études. Pour moi, c'est très important parce que le sport, on ne peut pas faire ça toute la vie, puis on n'est pas payé autant que des athlètes professionnels, c'est qu'on finit pas avec assez d'argent pour prendre notre retraite après. Donc, il faut quand même préparer notre retraite de judo, notre retraite dans le sport. Et Alliance Sport-Études m'a permis de faire ça, concilier les deux, être capable de choisir des horaires qui aidaient à concilier le sport et les études, être capable de reporter des examens parce qu'on voyage beaucoup. C'est plus facilitant avec eux quand on dit qu'on est un athlète d'Alliance Sport-Études de pouvoir reporter des examens. Donc, ils m'ont vraiment aidé à être capable de réussir à faire mon bac en comptabilité que j'ai fini. Et maintenant, j'étudie aussi
fiscalité pour faire un diplôme d'études supérieures. Donc, je pense que j'ai assez bien préparé mon après-carrière et j'en remercie à Alliance pour études. Je dirais que quand j'étais jeune, je pensais pas tant aux Jeux olympiques. Je pensais plus atteindre le plus haut niveau que je peux dans le sport ou aller le plus loin que je pouvais. Je me mettais beaucoup d'objectifs à court terme. J'ai commencé à faire des voyages internationaux, à faire des compétitions internationales. J'étais quand même encore jeune quand j'ai commencé, en fait, à faire des compétitions qui étaient dans la sélection pour les Jeux de Rio en 2016. Et je pense pas que je faisais les compétitions nécessairement pour absolument me sélectionner, mais ça l'a donné justement qu'au début de la sélection, j'ai gagné 3 grands tournois, une Coupe du monde en Amérique du Sud en premier, un Grand Prix en Mongolie, puis le Grand Slam en Russie, tout à la suite de l'autre, ce qui m'a un peu propulsé dans la sélection pour les Jeux de Rio en 2016. Et en fait, j'ai continué en fait, à avoir des bons résultats puis pour me sélectionner pour les Jeux. Mais les premiers Jeux, il dirait que je voyais comme je savais que j'étais capable de faire un résultat au jeu. J'avais fait des super bonnes performances. 5e au championnat du monde, 5e au Masters. Et je me voyais embarquer sur le podium au jeu de Rio en 2016. Mais malheureusement, j'ai perdu au premier tour. Et je pense que ça a été une grosse déception. Puis encore aujourd'hui, je pense que j'ai encore de la misère à regarder ce combat-là que je perds. Surtout que ça a été un combat serré. J'ai perdu avec juste une pénalité. Mais en fait, je voyais beaucoup les Jeux de Rio en 2016 comme une finalité. J'étais comme, je vais aller au jeu, je vais performer, tout va bien aller, au lieu d'une continuité dans ma vie. Et j'ai beaucoup mis l'emphase sur le résultat et non assez, je pense, sur le processus de m'entraîner pour aller au jeu, puis en fait, avoir du fun, m'amuser. Puis j'ai sous-estimé, je pense, beaucoup le stress qu'amenait un événement qui se passe à tous les 4 ans. Je l'ai approché comme une compétition normale, me disant que je n'allais pas être aussi stressée que mes autres compétitions. Mais je pense que j'ai sous-estimé, en fait, le stress à l'approche de mes premiers Jeux olympiques. C'est sûr que, comme j'ai dit, j'étais quand même assez déçue après les Jeux de Rio en 2016. Mais je me souviens, mon père était dans les estrades, puis la première chose qu'il me dit, c'était c'est correct, ça l'arrive, regarde devant, puis en Tokyo 2020, ma fille, ça va être tes Jeux, ça va être à toi de performer là-bas. Donc, quand je suis sortie des Jeux de Rio en 2016, j'avais juste un objectif, retourner aux Jeux olympiques pour performer aux Jeux de Tokyo en 2021. Et dans ma tête, je le voyais comme une ligne droite. C'est parfait, je retourne à l'entraînement, je continue à m'entraîner, puis je performe pour me sélectionner pour les Jeux de Tokyo. Mais finalement, il y a eu beaucoup d'obstacles entre les 2 Jeux. Mais je pense que chaque obstacle que j'ai vécu entre ces 2 Jeux olympiques-là m'a permis d'apprendre beaucoup de choses pour justement être capable d'aller décrocher ma médaille aux Jeux de Tokyo en 2020. Et premièrement, mon changement de catégorie de poids. Je pense que si j'aurais resté 57 kilos, à force de faire les diètes, les pertes de poids, je performais plus et j'aurais juste détesté le judo et j'aurais arrêté le judo. Donc, je pense que le fait que j'ai changé de catégorie de poids a été la meilleure décision de ma vie parce que j'ai retombé en amour avec le judo après. Je me suis amusée. J'avais plus vraiment de diète restrictive à faire et j'ai juste été une compétition à la fois pour rembarquer un peu dans la rue du financement et de continuer ma route pour les Jeux de Tokyo. Et finalement, ça a bien été. J'ai fait des performances assez rapidement. J'ai été capable de faire mon nom assez rapidement chez les 63 kilos pour faire ma place au niveau mondial. Après ça, j'ai eu aussi une défaite, je me souviens, en 2019 au championnat du monde qui avait été un peu crève-cœur pour moi parce que je pense encore, je regardais le point de vue résultat, je voulais aller performer au championnat du monde parce que je savais que j'avais eu des bons résultats puis que j'étais capable d'aller performer à cette compétition-là. Mais finalement, j'avais encore perdu au premier tour, puis ça me faisait rappeler un peu Rio en 2016. Puis je me suis dit, si je veux continuer dans le judo, je peux pas continuer à bâtir ma confiance juste sur mes résultats. Il faut absolument que je trouve autre chose pour bâtir ma confiance, puis aussi me préparer pour mes compétitions. Puis à partir de ce moment-là, je pense que j'ai commencé à me dire, il faut que je mette plus ma concentration sur la préparation. Puis si je réussis à faire bien ma préparation, généralement, la compétition va bien se dérouler. Donc j'ai commencé vraiment à mettre un plus gros focus sur la préparation et de m'amuser. D'aller en compétition puis me dire, si j'ai fait toute la préparation, j'ai fait tous mes devoirs, mais je vais arriver en compétition puis je vais être capable d'appliquer tout ce que j'ai fait. C'est sûr que c'est pas à 100 infaillible, mais en général, ça aide beaucoup à ce que la compétition se déroule bien, puis qu'après ça, j'ai moins des gros, comment je pourrais dire, pas des regrets, mais des gros downs
si on peut dire, après les compétitions qui sont plus dures à remonter pour aller à la prochaine compétition. Et veut pas, on peut pas passer sous silence mon père qui avait eu son AVC entre les deux. Ça a été quand même une période plus dure aussi à passer entre... veut pas, c'est mon père qui voulait absolument qu'on fasse un sport quand on était jeune. C'est lui qui était vraiment fier de moi quand j'ai été aux Jeux de Rio. C'est lui qui me dit, en 2020, tu vas être capable d'y retourner. Pour lui, le fait que j'aille été à 2 Jeux olympiques puis que j'aille décrocher une médaille, c'est un de ses plus grands exploits, je pense, d'avoir sa fille qui représente le Canada aux Jeux olympiques puis qui a gagné une médaille. Donc, ça a été aussi un certain obstacle que j'ai dû surmonter puis que mon père n'a pas pu être là aussi aux Jeux de Tokyo. J'ai dédié, je pense, ma médaille aux Jeux de Tokyo à mon père, qui aurait aimé ça être là avec sa fille, même avec sa condition. Puis malgré la pandémie, je pense qu'il n'aurait pas pu y aller à cause que c'était trop dur pour lui de voyager. Et finalement, la pandémie, que tout le monde en a passé à travers, puis je pense que ça a démontré beaucoup de résilience pour les athlètes qui ont été aux Jeux, qui n'ont pas eu le choix de s'entraîner dans des conditions différentes, plus difficiles, de voyager avec des 2 semaines de rester à la maison quand tu reviens de voyage pour être sûr de ne pas propager la COVID. Donc, ça a été tout... puis tous les tests qu'on a faits, je peux pas les compter. J'en ai trop fait des tests de COVID en route pour les Jeux de Tokyo en 2020. Je vais te faire jouer ton combat de Tokyo, le combat de bronze donc, aux Jeux olympiques. On est là pour 15 minutes? C'est-tu 15 minutes? 14 minutes? Ben, regarde, ce qu'on va faire, on va jouer des parties. OK, regarde, ce que je vais faire jouer le début. Ah, mais quand je peux... il présente, ouais. puis tu peux... Je peux jamais m'amuser avec. OK, c'est bon. C'est bon? Parce que là, sinon, ça va être long. Le deuxième combat de médaille de bronze qui nous intéresse avec Catherine Beauchemin-Pinard. Jusqu'ici, un très beau parcours de la Québécoise qui a toutes ses chances. Je pense que je ne l'ai jamais regardé au complet. Je me souviens pas d'avoir regardé le début. Alors que Catherine Beauchemin-Pinard, elle est 7e au classement international. Alors, sur papier, oserais-je dire que Catherine... J'ai ma phase de compétition. Nous allons le voir, mais cette jeune athlète a fait toute une performance aujourd'hui. Elle s'est bien battue. Nous allons voir qu'est-ce qu'il nous Je fais tout le temps le même début. En embarquant sur le tapis. Pardonnez-moi de vous couper. Placer sa main dans son dos. Alors, je me souviens que j'avais un plan pour ce combat-là, puis je l'ai respecté du début à la fin. Alors, l'enjeu, l'importance. Étonnamment, la manche de son adversaire j'étais pas stressée pour ensuite pour ce combat-là. aller placer la main au revers. Doit contrôler la manche comme elle l'a fait. Ouais, sur les Turikomeguchi. Et il y aura certainement un point. Oui. On est très près, en tout cas. Quel beau geste technique. Elle travaille maintenant pour renverser son adversaire. Et là, On se connaissait tellement. On s'est tellement battus souvent ensemble. Lui donner confiance. Je pensais être un peu fatiguée. Elle l'a bien fait pour une bonne partie du combat. Mais là, son adversaire a repris le dessus. Comment c'est le golden score? Catherine doit contrôler la manche. Elle doit enlever cette main-là loin dans le dos. C'est dangereux, Hi. ça. C'est Onagé pour Catherine. Elle était trop loin. Oh, elle doit se défendre. Et voilà. Oh, Je me souviens encore qu'il y a des parties que elle a quand même passé proche aussi de me contrer. J'avais oublié ces petits moments que j'étais comme dans le combat. Ah non, faut pas que je lâche, faut pas que je lâche, faut que je résiste, faut que je résiste. Et elle a passé proche quand même une couple de fois, mais j'ai résisté. Beau travail. Pour pouvoir lancer des attaques et contrôler Je pense que c'est là que je la... Ouais, c'est là. Elle l'a bien fait à plusieurs reprises. Voyez, elle maintient C'est la manche. très basse. C'est ce qu'elle doit faire. Doit se méfier. Oh! Est-ce que ce sera suffisant? C'est la Wazari. Et Catherine Beauchemin-Pinard est médaillée de bronze. Pour la première fois, Philippe, nous avons 2 médailles aux mêmes Jeux olympiques. Incroyable! C'est fou. Ça a tellement passé vite, mais en même temps, c'était un long combat. Mais les émotions que tu as après... Puis surtout, en fait, quand je me suis retournée puis j'ai vu Sacha sa chaise, j'étais contente, en fait, que ce soit lui qui soit là parce que c'était lui qui m'avait aidé à travers tout le processus en Rio puis Tokyo, à travers ma perte de poids.
à travers, veux pas, quand mon père avait été malade, puis qu'il était à l'hôpital, puis je devais compétitionner en Russie, à travers la pandémie. Puis des fois, je trouve qu'il n'y a pas eu assez de reconnaissance de le travail qu'il a fait en arrière, parce que sans lui, est-ce que j'aurais été capable d'aller chercher la médaille? Je sais pas. Mais puis même durant la journée de compétition à Tokyo, je me souviens encore, le premier combat, ça a été un combat que j'aurais été supposée gagner facilement, mais j'avais un peu capoté durant le combat parce que justement, elle avait bien fait ses devoirs. Puis je pense que mon premier combat, c'était mon combat le plus stressant de la journée. Puis j'ai passé au travers, mais je me souviens qu'après le combat, je me suis assise avec Sacha. Puis j'ai dit, là, le premier combat, ça n'a pas bien été. Puis on a fait un point de la journée comme, OK, là, si on met ça de côté, ça n'a pas bien été. Maintenant, on regarde en avant. Puis les autres, c'est ça qui est important. Tu as passé le premier, puis un combat à la fois, on va arriver jusqu'en finale. Puis c'est le même qu'on a vu la journée après. Puis j'ai l'impression qu'après ce combat-là, le premier combat, le reste de la journée, ça a passé comme dans du beurre. Puis qu'à chaque combat, on faisait des plans ensemble, on appliquait nos plans. Puis, ouais. Quand j'ai fini puis j'ai gagné, j'étais contente d'avoir gagné avec lui. En fait, j'ai fait les Jeux de Rio en 2016 puis Tokyo avec Antoine. Dès, en fait, le début de mon parcours, quand je me souviens encore aux Jeux de la francophonie, où il était très là pour me supporter. Je me souviens que j'allais pour aller faire les championnats du monde junior. Puis je disais, oh mon Dieu, tout le monde espère que j'allais faire une médaille au championnat du monde junior. Puis j'étais comme, il y a beaucoup de pression. Puis il me disait, mais Kat, t'as le talent pour le faire. Puis dès, justement, à mon plus jeune âge, il était déjà là pour me supporter. Puis même après ça, dès que j'ai commencé à gagner des compétitions, il était là justement pour m'encourager. Donc, ça a été quelqu'un qui, tu sais, on a vécu, on a fait toutes les compétitions ensemble, on a vécu des hauts, des bas ensemble, la pandémie ensemble. Donc, il a toujours été proche de moi dans le judo. Et au Jeux de Tokyo, en fait, même, tu sais, idéalement, j'aurais voulu qu'il gagne son combat puis qu'on les deux on aille en finale ensemble. Ça aurait été extraordinaire. Mais, tu sais, il est resté pour me supporter durant la journée. Puis ça m'a vraiment comme fait chaud au cœur qu'il soit là. Puis, tu sais, on n'avait pas de famille, on n'avait pas de personne. Puis le fait qu'il soit resté pour me supporter, puis qu'il a été les estrades, j'étais vraiment contente. Quand on a fait le switch au début, tu sais, j'étais entraînée par Sacha durant les 2 cycles olympiques. Puis, tu sais, Sacha a fait une job extraordinaire, veux pas. C'est lui qui m'a amenée à gagner ma médaille aux Jeux olympiques. Et après ça, quand Antoine a décidé de prendre le flambeau, ça a été, si on veut, un changement progressif. J'étais encore un peu avec Sacha après les Jeux, mais là, plus qu'Antoine venait aux compétitions seniors, qui était tout le temps là à me coacher au niveau international, on a vu que ça marchait pas que je reste avec Sacha puis que ça soit Antoine qui soit là à toutes mes compétitions. Puis nous et Sacha avaient déjà pas mal d'athlètes à s'occuper plus jeunes. Donc, on a fait le changement à ce que je sois vraiment comme à 100 % sous les ailes d'Antoine. Puis ça faisait un sens, en fait. Puis un vent de changement un peu sur l'approche, les techniques à travailler. Puis je pense qu'il m'a apporté de quoi de nouveau que peut-être que je ne travaillais pas avec Sacha, des techniques à développer, une certaine confiance dans certaines parties de mon judo. Puis je pense que ça a bien marché parce que c'est avec lui, justement, que j'ai été au championnat du monde où ce que j'ai fait de 2e place. Puis c'est avec lui qu'on a justement fait tous les entraînements, puis fait la planification pour que justement j'arrive au meilleur de ma forme au championnat du monde en 2022. Donc je pense que ça a été une bonne chose à faire. Puis tu sais, on garde, même s'il a passé d'athlète à coach, des fois je pense qu'il y a du monde qui peut trouver ça difficile, mais tu sais, il est vraiment transparent, puis il n'est pas de double face, il vraiment... T'sais, il ne va pas effacer toutes les années qu'on était juste coéquipiers puis qu'on s'amusait ensemble. Il reste quand même, je pense, un coéquipier, mais il sait où mettre ses limites puis il sait quand être plus autoritaire, si on veut, pour la structure des entraînements puis tout ce qui entoure la planification. Donc, je pense qu'il reste assez authentique puis il reste lui-même à travers tout le processus du changement de coéquipier à devenir mon coach. Je pense que ma première compétition que j'ai été classée numéro 1, je me suis mis un peu de pression, mais je me suis fait me remettre assez vite à ma place parce que j'ai perdu le premier tour, cette compétition-là. Donc, je dirais que le judo, c'est tellement un sport que tu peux perdre rapidement, puis que même si tu es numéro 1 mondial ou la fille qui a gagné toutes les compétitions depuis 5 ans, tu fais une erreur, puis c'est fini. Donc, oui, c'est clair que
le fait que je suis numéro 1 mondial, je suis censée gagner selon les statistiques, mais je pense que le judo, c'est plus que des statistiques. Puis, tu sais, il y a du monde qui sont meilleurs certaines journées, il y en a d'autres qui sont moins bons, si t'es malade, si t'as une blessure. Donc, beaucoup de choses qui peuvent influencer le fait que tu gagnes, que tu perds. Je me dis seulement que j'ai fait des bonnes performances, que j'ai été capable de me hisser au classement numéro 1 au monde. Donc, je vais juste me dire, je continue à faire ce que je fais, puis ça devrait marcher. C'est qui tes Mes bêtes noires? Oui. Je te dirais que j'en ai 2 en tête. C'est Clarisse Agbenino, pas la Française, qui justement, elle a plusieurs titres mondiaux, elle gagne beaucoup de choses, puis je la trouve que c'est une femme extraordinaire, du fait qu'elle est revenue des derniers Jeux de Tokyo, elle a eu un bébé, elle revient de sa grossesse, elle allait encore en compétition, puis elle va faire championne du monde. Donc, je la trouve forte de faire tout ça. Je pense qu'elle reste une fille accessible, que je peux être capable de battre. Mais ça serait un combat de très haut niveau que je pense qu'il faudrait tout que je donne pour réussir à la battre. Et la japonaise. La japonaise qui est sélectionnée aussi pour les Jeux. C'est un combat qui serait assez technique et de très haut niveau. C'est les 2 que j'ai seulement en tête pour les Jeux de Paris. C'est clair que j'étais en voyage récemment où j'ai fait 2 compétitions. Puis durant le voyage, on a eu la nouvelle que l'INS était fermée temporairement pour le feu qu'il y avait eu. Et sur le coup, on s'est tous dit, on va revenir de voyage, puis l'INS va être ouvert. Mais finalement, ça n'a pas arrivé comme ça. C'est clair que ça l'emporte juste à 4 mois des Jeux. Pour toutes les personnes qui s'entraînaient à l'INS, ça apporte beaucoup de changements de dernière minute quand on était en train de planifier la planification pour les Jeux olympiques. Et pour nous, je pense le fait qu'au judo, on est comme une petite famille, on se connaît toutes, on a des clubs proches, on a été capable de se relocaliser assez rapidement dans un club qui avait un gym, puis tout l'équipement, je pense, minimum qu'on a besoin. Ça reste que, mettons, pour beaucoup d'athlètes, on vivait toutes proches du stade olympique, donc là, ça engendre beaucoup plus de déplacements. Puis même moi, ça me prenait 30 minutes à aller au stade, mais là, ça m'en prend 45-50 minutes. Puis ça, c'est sans compter le trafic, là. Donc, tu sais, ça engendre plus de déplacements pour tout le monde. Faire des traitements avec la physio, mais là, on n'avait pas de local tout à fait dédié. Puis elle aussi, ça engendre plus de... En tout cas, il y a plein de choses que, pour l'instant, je suis pas sûre que je peux commenter parce que j'ai pas encore expérimenté à 100 les nouveaux locaux, malgré que les nouveaux locaux sont quand même extraordinaires ici, dans ce club. Je pense qu'il y aura beaucoup de défis d'adaptation aussi pour la grandeur du dojo. Le dojo n'est pas aussi grand que ce qu'on est habitué d'avoir. On doit limiter le nombre de partenaires justement à cause de la grandeur. Mais je me dis qu'on est passé à travers la pandémie avec juste avoir 3 partenaires par entraînement. Donc, je pense qu'on devrait être capable de passer à travers ça aussi. Mais je pense que ça va être juste les premières semaines qui vont être assez dures, autant pour nous que tous les sports, à s'adapter puis à trouver, en fait, la résilience qu'on avait eue durant la COVID. Ma mère, elle m'a dit récemment que j'avais fait les Jeux de Tokyo plus pour mon père, puis j'ai dédié ma médaille pour mon père. Mais là, elle m'a dit, là, cette fois-ci, ma fille, tu le fais pour toi, tu le fais pour t'amuser. Puis je pense que je les anticipe, en fait, vraiment pour... Au début, je n'étais même pas sûre si je vais aller continuer jusqu'aux Jeux de Paris. Puis là, maintenant que je suis numéro 1 classement mondial, puis que les Jeux sont dans moins de 4 mois, je suis fébrile. J'ai beaucoup... c'est clair que je veux rembarquer sur le podium puis même aller chercher une médaille d'or au jeu. Mais je me dis que j'y vais pour le fun puis je le fais pour moi. Puis je vais aller m'amuser.